Nous sommes le mercredi 18 septembre 2019. Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Que nous ouvrons bien entendu avec cette activité présidentielle. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé ce mardi après-midi à Luanda, en Angola, aux environs de 16h30, heure locale. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères angolais. Le président de la République, par ailleurs champion de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine, répond ainsi à l'invitation du président angolais João Lourenço pour prendre part à la première édition de la Biennale de la paix qui se tiendra du 18 au 22 septembre 2019 à Luanda. La Biennale de Luanda qui s'est ouverte ce mercredi matin s'articulera autour de 3 axes, à savoir un forum des partenaires, un forum d'idées, un forum des jeunes, un forum de femmes et un festival des cultures. Le président de la République est accompagné par le ministre de la Culture et son conseiller spécial chargé de la culture. Autre actualité de ce journal, une délégation de l'Association nationale des transformateurs de bétail viande du Mali a été reçue en audience par le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels, musulmans et guides spirituels des Ansar. Objectif, présenter le nouveau bureau à Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara et solliciter son accompagnement pour la mise en œuvre de son plan d'action. C'était ce mardi 17 septembre à Bangoni, Dianguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Propos recueillis par Loutoussi Dibé. Alhamdulillah, l'objet de notre visite chez notre grand cheikh Cherif Ousmane Madane Haïdara ce soir, c'est pour présenter le bureau national des transformateurs bétail viande du Mali que nous avons mis en place tout récemment. Donc, présenter le bureau et puis demander ses soutiens et ses bénédictions pour nos activités à venir dans les jours à venir. Vraiment, nous avons été très bien accueillis chez le guide spirituel du groupement des leaders spirituels. Vraiment, sincèrement, nous les remercions, toute la famille et tous ses adeptes. Vraiment. Notre dernier mot, vraiment, c'est toujours dire à la famille Cherifla que nous avons été très bien accueillis. Donc, nous prions le bon Dieu pour le cheikh et sa famille et tous les adeptes et tous les musulmans du monde. Nous restons à Bangoni, Dianguiné-Bougou, en commune du district de Bamako, où le guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une forte délégation des femmes de la sous-section de Séléngué. L'objectif était de venir féliciter le shérif pour sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali afin de le rassurer de leur soutien et leur accompagnement. Un reportage de Loutoussi Dibé commenté par Kafouné Bachili. Suite aux travaux du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali, un nouveau bureau exécutif de 59 membres a été mis en place et à sa tête, le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour un mandat de 5 ans. L'occasion a été opportune pour les femmes Ansar de Séléngué de rendre une visite de courtoisie à leur guide spirituel afin de lui souhaiter tous leurs vœux de réussite dans sa mission. Pour sa part, le guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, n'a pas caché sa satisfaction. Il a remercié ses hôtes avant de clore la rencontre par des bénédictions. Toujours à Bangoni, Dianguiné-Bougou, le groupement du club Makoroba Haïdara, du groupe Cherifla, du fan club Daouda Diara, de Cherifla Kene, la génération Ansardine, la grande famille Cherifla qui se sont réunis sur les réseaux sociaux pour défendre la valeur des Aloul Beit, a effectué une visite de courtoisie chez le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Bangoni, Dianguiné-Bougou. Cette visite intervient suite à son élection
à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Visiblement satisfait d'accueillir les jeunes usagers des réseaux, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara les a également remerciés avant de formuler des vœux de bénédiction. Il y a groupe Chirfla, il y a Chirfla Kene, il y a Génération Amsardine, il y a Fan Club Daouda Diara, Fan Club Makoroba Haïdara, la grande famille Chirfla. Comme on a appris que notre guide est devenu le président du Haut Conseil islamique du Mali, nous aussi, on a décidé de venir saluer le guide et de lui faire des bénédictions. Que Dieu lui sauve, que Dieu lui facilite la tâche. C'est ça l'objet de notre visite ce soir. Mais le guide, la manière dont il nous a accueillis, vraiment, je suis vraiment comblé, je suis très très satisfait. Je vais dire aux jeunes, ça, nous on se connaît sur les réseaux sociaux. Il y a des gens que je ne l'ai jamais vus si ce n'est pas ici. Donc on se connaît sur les réseaux sociaux. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils font des bêtises. Nous, on s'est rassemblés pour chercher notre Dieu. On est là derrière le guide, derrière tout un bon musulman. Vraiment, c'est ça mon dernier mot, que la paix règne au Mali. Actualité nationale sur un tout autre plan, initié par le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine. Il y a juste un mois, l'alternance de la circulation est diversement appréciée par les usagers de la capitale malienne. De son lancement le lundi 19 août dernier à ce jour, quel constat en font les usagers? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdul Karim Sako et Nouhoum Kone. Visant à rendre plus fluide la mobilité urbaine dans Bamako, notamment sur certains axes, le dispositif de la circulation alternée a eu un mois. Le constat lors de son lancement à ce jour n'a pratiquement pas évolué, dans la mesure où c'est le même sentiment des jeunes pour bon ordre d'usagers de la circulation. Cependant, d'autres n'occultent pas le bien fondé de la mesure, bien au contraire. En toute sincérité, c'est quelque chose qui est vraiment la bienvenue. Et je pense que c'est venu au bon moment aussi. Donc pour un début, il y a eu quand même des difficultés avant que les gens ne s'adaptent aux nouvelles réglementations. Donc pour que la circulation puisse être plus fluide. Tous les jours, le matin au soir, moi, quand même, je pratique cette circulation alternée. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est une bonne chose, mais il y a quand même des difficultés dont il faut signaler. Bon, moi je pense qu'il faut quand même les sensibiliser pour qu'ils comprennent que c'est pour le bien de nous tous. Il y a toujours peut-être des désagréments que l'on peut constater, mais c'est minime par rapport à ceux qui sont arrangés. Ouais. Donc si on est en démocratie, c'est la loi de la majorité et puis c'est comme ça quoi. Nous n'avons que des problèmes le matin. Tous ceux qui ont les bureaux cités sur la voie principale, on n'a que des problèmes. Bon, l'inconvénient est que ceux qui travaillent vers Moribabougou, Koulikoro en rentrant chez eux, c'est qui sont dans la merde en quelque sorte. En attendant que les populations bamakoises ne s'adaptent pleinement à ce nouveau dispositif de la circulation alternée, la patience est de mise. À l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la qualité de l'air, la rédaction décide de faire un dossier sur la pollution de l'air que nous respirons. Quelles sont les mesures à prendre par les autorités pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour donc préserver la santé des Maliens? La réponse dans ce micro-trottoir est réalisée par Marietou Diallo. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques présents dans l'air ayant des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat ou aux biens matériels. La majeure partie de la pollution que nous connaissons aujourd'hui, surtout dans notre ville de Bamako, c'est dû aux véhicules. En réalité, à un certain temps d'utilisation, commence déjà à être à un niveau de pollution vraiment exagéré que là où de là où on les amène, on ne les accepte plus. Mais nous, à cause de nos moyens qui sont minimes, nous sommes obligés de nous référer à ces véhicules que nous amenons. La tâche de l'autorité serait peut-être de réduire, de diminuer l'arrivée de ces véhicules, essayer de faire des routes pour qu'au moins les véhicules soient un peu dispersés un peu à travers la ville. Peut-être que là, la pollution ne sera pas cumulée en un seul lieu. Si les uns trouvent que cette pollution atmosphérique est due aux véhicules, d'autres blâment les teinturiers. Les gens qui font les galas
les galas d'évasion. Bon, moi je veux qu'ils trouvent un endroit de centre pour ça, pour qu'ils puissent aller faire là. Donc c'est pas un cas grave. Les gens se nourrissent dedans. Donc c'est la nature. Il faut protéger bien la nature. C'est nous-mêmes, parce que nous ne protégeons pas l'air. Et ce que les gens ne savent pas, la manière dont l'eau va disparaître, si nous ne faisons pas attention, c'est l'air qui sera le premier à disparaître. Parce que chaque jour, nous faisons de mauvais comportements qui font que de telle sorte qu'il n'y a plus d'air pur. Or, s'il n'y a plus d'air pur, donc l'air, au lieu de nous conditionner, l'air va nous tuer. Il y a des usines partout, il y a des voitures partout. Bamako n'avait pas ce maximum de véhicules actuellement. Mais aujourd'hui, si vous sortez pour 2 km, vous allez faire 4 à 5 heures de temps. C'est pour cela, si vous sortez du boulot à 16 heures, vous arrivez à la maison à 20h, 21h. C'est énormément trop. Il va falloir qu'il y ait un véritable changement de comportement de chacun de nous, sinon l'air va disparaître. La pollution de l'air est le 5e facteur de risque pour la santé après la malnutrition, les risques alimentaires, l'hypertension artérielle et le tabagisme. Elle provoque la mort prématurée de 7 millions de personnes chaque année. L'actualité africaine et internationale est commentée par Amadou Diarra. Le Niger voisin a entamé ce mardi 17 septembre la construction d'un pipeline reliant ses champs pétroliers au port de Sémé en République du Bénin. Ce pipeline de 2000 km traversera le désert nigérian jusqu'au port de Sémé. Les travaux, qui devraient durer 2 ans pour un coût total de 5 milliards de dollars, seront réalisés par la CNPC, la Société pétrolière nationale chinoise, une infrastructure nécessaire pour que le Niger quintuple sa production de l'or noir. Le projet du pipeline Niger-Bénin a été préféré à l'oléoduc initialement imaginé qui aurait relié les puits d'Agadem au port de Kibri au Cameroun en passant par le Tchad. Difficile mobilisation de fonds pour le G5 Sahel qui cherche toujours les 2,4 milliards d'euros de promesses de dons de ses partenaires pour financer son premier programme d'investissement prioritaire 2019-2021. Ces promesses tardent à se concrétiser. C'est pourquoi une réunion de relance des requêtes s'est tenue mardi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, avec l'ensemble des partenaires. Les donateurs de l'organisation sahélienne avaient pris l'engagement de décaisser les 2,4 milliards d'euros en décembre 2018 à Nouakchott. Promesse engagée à l'issue de leur première réunion sur le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Ça y est, les deux sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Il opposera donc l'ultra-conservateur Kais Saïed à l'homme d'affaires Nabil Karoui, emprisonné pour blanchiment d'argent. Selon les chiffres officiels définitifs, le premier aurait obtenu 18,4% des voix, le second 15,5%. Les tractations de l'entre-deux tours s'annoncent compliquées. Les alliances risquent d'être aussi brouillées par les législatives du 6 octobre qui pourraient venir s'intercaler entre le premier et le second tour dont la date n'a toujours pas été fixée. En Tunisie, la position des poids lourds battus le 15 septembre lors du premier tour de la présidentielle est très attendue, notamment celle du parti islamiste Ennahda, dont le candidat arrive en 3e position. Félix Tshisekedi est en visite officielle depuis ce lundi en Belgique. Après le Premier ministre et le roi des Belges, le président congolais a rencontré ce mardi 17 septembre le patronat belge au siège de la Fédération des entreprises. Le nouveau chef de l'État congolais a décidé pour la première fois depuis son arrivée à Bruxelles de s'exprimer en public devant ses chefs d'entreprise et il a fait sale comble. Dans son allocution devant le patronat belge, Félix Tshisekedi a dressé un état des lieux sans complaisance de la situation en République démocratique du Congo, comme le manque d'électricité, d'infrastructures et de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi la corruption endémique. Malgré ce tableau sombre, le successeur de Joseph Kabila demande au chef d'entreprise belge de lui faire tout de même confiance.
Toujours en République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Olinga, a été inculpé mardi pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola. Le docteur Oli Olinga, 59 ans, a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition au parquet, a précisé l'agence France Presse, son avocat. Rappelons que le docteur Oli Olinga, médecin en Belgique avant d'être ministre, avait été interpellé samedi par la police, accusé de vouloir gagner l'étranger. Il était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire national. Oli Olinga a promis de se défendre avec la plus grande énergie pour son honneur selon ses avocats. Direction à présent le Burundi où le chef de l'État est accusé de violation des droits de l'homme. Une commission chargée d'enquêter sur les abus commis au Burundi a conclu que le président Pierre Nkurunziza est personnellement responsable des violations graves. Elle a présenté son rapport final devant le Conseil international des droits de l'homme à Genève. Les enquêteurs ont constaté que des membres de l'opposition, leurs familles et des personnes qui n'ont pas coopéré avec le parti au pouvoir avant les élections de l'année prochaine ont été tués, enlevés ou torturés. Des femmes et des filles ont été victimes de violences sexuelles par des membres de l'aile des jeunes du parti au pouvoir qui commettent des viols collectifs. Et enfin, suite aux élections législatives jugées peu concluantes, Israël est bien parti pour des jours de marchandage politique. Tout le monde est suspendu aux lèvres de la commission électorale alors que les sondages de sortie des urnes ont donné Benjamin Netanyahu et Benny Gantz au coude à coude avec une légère avance pour le centriste. Comme en avril dernier, le doute est permis quant à l'emprise du Premier ministre sur le pouvoir. Ce nouveau scrutin anticipé était vu comme un référendum pour le chef du Likoud qui s'est porté candidat pour un 5e mandat. Jusqu'ici, il a dominé la Knesset en forgeant des alliances avec des politiciens religieux et des ultranationalistes purs et durs. Ainsi s'achève cette édition d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Un clin d'œil à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Le programme continue sur Chérif la Télévision. Bonsoir.